Donc, dans ces rapports de dominant à dominé, donc typiquement, la décolonisation ne peut pas avoir eu lieu puisque, les, puisque donc, le groupe majoritaire, constitué par la culture majoritaire, la culture blanche, opère une domination qui a pour but donc d'asservir et d'exploiter les ressources et les données des dominés représentés par les groupes minoritaires. Alors, on pourrait développer un peu longuement cette idée-là. D'abord, il faut rappeler que par culture blanche ou par culture non blanche, les sociologies ne prétendent ne pas traiter de couleur de peau, mais de couleur mentale. Il s'agit de race mentale, ce qui autorise, si vous voulez, par métonymie, à inclure dans les groupes de dominants eh bien, des catégories mentales affiliées. Donc, par exemple, on a d'excellents textes qui nous expliquent que les Juifs sont blancs, que les Chinois sont blancs, et que donc les Juifs, les Chinois et les Occidentaux en général sont blancs et appartiennent au groupe des dominants contre les dominés, qui serait l'alliance de tous les groupes non blancs, qui se définiraient donc soit par des phénomènes écoutez, mentaux ou culturels, soit peut-être par des capacités linguistiques. Bref, une définition très floue, mais qui part en fait de l'idée que la race dont on parle n'est pas une race naturelle, mais bien une race mentale fondée sur une redéfinition de la culture. Ce rapport de dominant à dominé aboutit finalement à théoriser un mal diffus qui habiterait l'humanité, contre lequel il serait juste et moral de se rebeller en permanence, puisque de toute façon, tout individu est en soi victime d'un système d'oppression, d'un système de domination qui lui est extérieur, puisque finalement, dans cette théorie du décolonialisme, les Blancs participent à un système dont ils sont en quelque sorte les acteurs involontaires, c'est le système qui les pousse à être oppressifs, en même temps que d'un autre côté, il y aurait un système des opprimés qui subirait et qui seraient les victimes de ce système de domination, bien malgré eux, soit qu'ils y adhèrent, faisant d'eux les traîtres à leur cause, et on pourra reparler des théories, j'y reviens dans un instant, c'est les théories du peau noir masque blanc de Frantz Fanon ou de Lilian Thuram, tel qu'il le reprend aujourd'hui hein, sur les théories de la pensée blanche, et soit que, au contraire, ils soient en rébellion contre le phénomène majoritaire, ce qui les inscrit donc dans le camp des éveillés, dans le camp des sensibles à la justice sociale, dans le camp de ces révoltés, qui leur permettent donc de lutter contre le phénomène majoritaire de domination pour la libération de tous. Puisque le mal est systémique, puisque le rapport de domination est d'envergure globale, alors il est juste et légitime de se battre contre ce mal qui nous habite, enfin qui nous accable tous, qui que nous soyons, dominants ou dominés, puisque tous nous participons à une grande guerre systémique qui fait que le racisme n'est pas un racisme d'individus, mais qu'il est systémique, que les phénomènes de discrimination contre les femmes ne sont pas des discriminations d'individus à punir, mais que ce sont des discriminations systémiques, et que donc il ne faut pas combattre des individus, mais un système pour le bien de tous. Évidemment, on entre là dans quelque chose qui mériterait peut-être d'être un peu nuancé. D'abord, je pense qu'on peut tous s'accorder pour dire qu'il n'y a pas un bon et un mauvais racisme, et qu'il n'y a pas un racisme qui serait condamnable et un racisme mental qui mériterait d'être mis en valeur. En réactivant un vocabulaire nauséabond, il est sans doute estimable que ces théories-là réactivent en même temps des réflexes dont on voit bien en discutant avec la plupart des militants jeunes notamment, que les assises culturelles que je viens de décrire ne sont absolument pas posées. Et que pour eux, quand on discute avec un étudiant de 18 ou 19 ans dans mon université à Villetaneuse, moi je suis à Villetaneuse à Paris 13 en 93, eh bien quand on dit noir, on dit noir, quand on dit blanc, on dit blanc. Et qu'on peut toujours essayer d'expliquer que moi je m'appelle Salvador, que ma famille est américaine, que ce que vous voulez, tout ça ne compte pas, le critère dermique finit toujours par l'emporter. Quand on parle d'islamophobie, il ne fait aucun doute dans le discours des jeunes que nous rencontrons dans nos universités que l'islam est une race et certainement pas une culture. Et donc à partir de là, on voit bien qu'en réactivant
un vocabulaire raciste, en réalité, progressivement, ces attitudes décoloniales, wokistes, réactives, des comportements qui sont éminemment condamnables. Ensuite, je pense qu'on pourrait essayer, mais peut-être que je ne convaincrai personne ce soir, je n'en sais rien, enfin, peut-être que je parle au contraire à des gens convaincus, mais il est évident que le racisme est condamnable, mais qu'avant même de condamner le racisme, ce sont les racistes qui sont condamnables. Et que le vaccin contre le racisme, alors moi, peut-être que là, pour le coup, je suis effectivement militant, mais je fais partie d'une génération, et je fais partie sans doute d'un groupe social qui considère que le vaccin contre le racisme, on l'avait déjà inventé, ça s'appelait l'école et l'éducation, et que c'est par l'école et par l'éducation qu'on pouvait combattre le racisme dans l'individu. C'est sûr que si on assigne aujourd'hui aux institutions la mission de lutter contre un racisme systémique qui dépasserait l'individu et qui serait un racisme d'envergure structurelle reposant sur des macrostructures post-marxistes dont on appeinerait à déterminer les contours, on voit bien qu'aujourd'hui, la lutte contre le racisme, l'antiracisme lui-même, s'effondre de sa belle mort, puisque ça ne sert plus à rien de lutter contre les préjugés racistes dans la culture, dans l'éducation des enfants, puisque de toute façon, le racisme est un racisme de domination qui écrase l'individu, quel que soit d'ailleurs le côté auquel on le rattache. Enfin, cette question, si vous voulez, du rapport de dominant à dominé fait émerger une problématique qui est au cœur, pour le coup, de la problématique médiatique woke, qui est la problématique du rapport majoritaire-minoritaire. Et là, il faut s'arrêter 30 secondes parce que qui ne comprend pas que derrière la subversion du groupe majoritaire se dessine en réalité un affrontement des théories minoritaires au sein d'une démocratie dont le plus petit élément de définition, c'est le vote majoritaire. Et donc, évidemment, en ouvrant les portes à une forme de contestation d'une alliance des minorités contre l'attitude majoritaire forcément discriminante, forcément raciste et forcément négativement conçue, qui ne voit pas qu'en réalité, c'est l'idée même d'une démocratie représentative qui est mise en accusation par des partis minoritaires. Et c'est là que se joue la convergence entre une théorie décoloniale sociologique, qui était d'abord un champ très précis, né en Amérique du Sud des années 70, de lutte contre en fait l'impérialisme américain, et son extension à d'autres disciplines comme un modèle ou grille de lecture qui s'étend à d'autres possibilités d'interprétation, jusqu'à devenir un champ politique au sein duquel se retrouvent des partis comme le Parti des indigènes, par exemple, ou des partis comme, alors je ne sais pas le parti, mais par exemple le CCIF, des groupuscules, qui vont voir dans les mouvements décoloniaux, woke et de justice sociale, des fers de lance de théories subversives qui permettent en réalité de contrer et de mettre à mal les institutions de la République qui avaient été conçues pour, au contraire, les museler ou les mettre, elles, en difficulté, à commencer par l'école. Alors ça, je reviendrai dans un instant, mais c'est sans doute un des enjeux fondamentaux de ce dont nous parlons. Au terme de tout ce parcours, ce sera évidemment la question de l'école et du rôle que l'école ou l'université peut jouer dans ce dispositif. Alors, il faut bien comprendre que le modèle de représentation qui nous est familier repose donc sur une représentation effectivement indifférenciée qui veut que tout citoyen a droit à la parole dans l'espace démocratique, et je vais revenir à quelque chose de très condorcétien et de très basique, mais qui consiste à dire qu'un homme, une voix, et que la voix d'un universitaire, fût-il agrégé de lettres modernes, vaut autant que celle du boulanger du coin de la rue, avec qui d'ailleurs j'ai grand plaisir à discuter. Bon, une voix, un homme. Cette idée-là, elle est déterminée par le corpus condorcétien d'une manière très simple, puisque le vote dans l'individu est réputé fondé non pas sur un savoir, non pas sur une science, non pas sur une épistémé, mais sur une représentation personnelle de l'intérêt général pour l'avenir. Et que donc, par définition, il n'existe aucune science, aucune épistémologie qui nous donne
à n'importe qui ne donne à n'importe qui la possibilité de se réputer plus savant, plus intelligent en matière de représentation de l'intérêt général. Le boulanger, comme le cadre commercial, comme le prof de fac, se représente le bien commun et l'intérêt général en fonction de son observatoire et de sa lorgnette avec ses œillères, et c'est la somme de ses avis qui détermine une politique globale. Je suis désolé de revenir à des choses aussi banales, mais je suis obligé d'y revenir parce qu'on ne comprendra pas tout à l'heure les enjeux qui sont afférents à l'université. Puisqu'en fait, il y a une revendication aujourd'hui dans le monde politique, notamment à travers les porte-paroles du wokisme dans certains relais médiatiques, qui consiste à dire ben, « moi, je sais que les rapports de domination sont une réalité, je le sais parce que ma science me l'enseigne, et mes choix politiques sont donc plus justes, plus forts et meilleurs que les vôtres, car ils sont éclairés par la science. » Vous voyez, et ça, c'est quelque chose qu'on entend très souvent, c'est quelque chose qu'on voit à l'œuvre en permanence sur les plateaux de télévision, on peut citer Sandrine Rousseau, entre autres. Vous voyez, cette idée que moi, je sais, je suis conscientisé, le mot conscientisé aujourd'hui a pénétré dans les thèses de sociologie, de littérature et d'histoire, la conscientisation. Moi, je suis conscientisé aux vrais problèmes parce que, et je suis prof de fac, je suis vice-présidente de l'île 3, parce que je suis universitaire, je suis chercheur, et donc cette conscientisation scientifique fait de moi une personne plus intelligente politiquement. Et donc, on introduit un deux poids, deux mesures ici, qui me semble éminemment dangereux, mais sur la base, si vous voulez, des postulats de rapports de domination tels que je viens de les décrire, qui découlent du décolonialisme et qui prennent le plein pied dans le débat actuel, notamment dans la question du wokisme. Notre mode de représentation est donc fait sur un avis majoritaire qui n'est pas une norme qui s'impose dans un espace national, mais qui est fait de la somme de la représentation des intérêts généraux, de l'intérêt général par des individus qui mettent la main au panier pour exprimer leur façon de voir la vie. On peut imaginer une démocratie qui soit non pas une démocratie de la représentation, à l'intérieur de laquelle les citoyens délégueraient à leurs propres délégués, à leurs députés, le droit de faire les lois en fonction de leur représentation de l'intérêt général, mais on peut très bien imaginer une façon plus impériale, plus fédérale de concevoir la démocratie, qui serait non pas une somme des individus au sein d'une majorité, mais une somme des minorités distinctes qui auraient pour représentants leurs représentants auprès de l'État, auprès d'un pouvoir central, à charge pour ces représentants de dialoguer avec le pouvoir dans l'intérêt non plus des individus, mais de la communauté. Autrement dit, non plus une assemblée à la Magritte de gens en costume noir avec des chapeaux melons, mais une assemblée bariolée avec un rabbin, un imam, un curé, un représentant de la communauté LGBTQI+, un représentant des professeurs d'ancien français de l'université Paris 13, seul, j'en profite, je crée mon parti, c'est tout nouveau, etc., etc. Donc un dialogue à l'intérieur duquel les représentants des communautés auraient, par la vertu de la dissolution des consciences individuelles dans le groupe, mandat pour dialoguer avec le pouvoir et orienter le pouvoir en fonction des intérêts de la communauté. Et donc on voit très bien ici comment, par exemple, le Parti des indigènes de la République pourrait très bien se positionner dans un premier temps pour être le représentant d'une communauté au sein de groupes de communautés, et puis on verrait très vite comment des communautés moins minoritaires que d'autres ou plus majoritaires que d'autres, tournez ça comme vous voulez, deviendraient progressivement les représentants majoritaires de leurs propres intérêts. Le danger est sans doute là. Or, ce danger est porté par quelque chose que j'expliquais au tout début de mon exposé, qui a à voir avec la dilution des consciences au sein de communautés qui prennent en charge l'assignation et la représentation identitaire. Cette société du tout-culture dont je parlais tout à l'heure ouvre la porte à autant de représentations des identités culturelles qu'on veut bien en imaginer. C'est le fameux plus des LGBTQI+. On peut imaginer 9 milliards de représentations des identités aujourd'hui. Pour peu que vous adhériez à une représentation identitaire
au sein d'un groupe communautaire qui est représentatif de votre communauté, à ce moment-là, vous avez toute liberté au sein de ce groupe d'exprimer toute la diversité de votre représentation culturelle, de votre identité, qu'elle soit sexuelle, genrée, culturelle. On connaît aujourd'hui des transcultures, des gens qui décident du jour au lendemain qu'ils sont vietnamiens alors qu'ils sont nés français, etc., etc. Vous pouvez prendre la liberté d'être ce que vous voulez au sein de la communauté. De toute façon, il faut bien comprendre qu'en échange, vous n'êtes plus propriétaire en quelque sorte de votre identité, mais c'est la communauté qui prend en charge la définition de ce qu'est votre identité. Et donc le problème, et c'est là que se joue la question de l'assignation identitaire qu'on soulève très régulièrement dans l'Observatoire du décolonialisme, en disant que de toute façon, ce néo-racialisme est un néo-racisme, parce que à partir du moment où vous revendiquez une identité au sein d'une communauté, vous perdez en quelque sorte la liberté de n'être pas ce que la communauté vous impose comme cadre de représentation de votre propre identité. Partant de là, vous n'êtes donc plus propriétaire en quelque sorte de votre identité, mais vous déléguez à la communauté la définition de votre cadre identitaire, et dans un système politique qui serait fondé sur une démocratie faite de l'alliance des minorités, vous déléguez aux représentants de la communauté le pouvoir de déterminer ce qu'est l'intérêt de l'avenir de votre identité. Donc, c'est une démocratie représentative assez particulière que celle qui serait fondée sur l'alliance des minorités contre le fait majoritaire. Et c'est sans doute ça qui se joue dans la définition un peu, pour l'instant, un peu folklorique de ce qu'est le wokisme, conçu comme, pour l'instant, on va y revenir dans un instant, mais un mouvement de jeunesse un peu romantique contre lequel on essaye avec lequel on essaye de concilier, parce que d'un côté, il y a un mouvement auquel nous aspirons tous, un monde plus juste, un monde meilleur, un monde dans lequel nous vivons, et ça, c'est la partie positive et à laquelle nous adhérons évidemment tous, mais il faut bien faire attention à l'imposture lexicale qui est derrière, qui, elle, est un peu comme l'île des enfants dans Pinocchio, un monde absolument pervers qui fait qu'on terminera tous transformés en ânes, et ça, c'est pas forcément à souhaiter. Alors, l'université, évidemment, joue un certain rôle dans ce cadre de représentation des savoirs. Mais voilà, je voulais faire un peu ce grand détour politique pour bien poser les enjeux de ce qu'est aujourd'hui le wokisme et de ce rapport à la jeunesse, à travers notamment la redéfinition des enjeux de représentation, dominant-dominé, le décolonialisme et les conséquences politiques que ça peut avoir dans l'image que nous avons tous de ce qu'est la politique et de ce que cela risque de faire si tout le monde se mettait à adhérer du jour au lendemain à une vision de la société qui serait fondée donc sur, eh bien oui, des dominants, des dominés, eh bien oui, un mal systémique contre lequel on ne peut pas grand-chose, et oui, une communauté qui prend soin de ces gens, qui prend soin de ses membres et qui se charge de définir les intérêts de cette communauté. On voit quand même très vite que cette modeste définition de ce que pourrait être l'intérêt de la communauté dans un monde totalement wokisé a un peu à voir avec la définition de ce que pourrait être une secte. Je ne dis pas que le wokisme est une secte. Et je ne dis pas, comme Jean-François Bronstein, que c'est une religion. Mais plutôt que de dire que c'est une religion, je dirais, à tout prendre, que c'est plutôt une secte. Voilà. Pourquoi? Parce que la question de la secte repose sur, en tout cas, repose sur trois mécanismes. Le premier mécanisme d'adhésion à la secte, c'est ce qu'on appelle le clivage narcissique. Lorsque vous êtes convaincu d'entrer dans une secte, vous passez par une étape qui consiste à vous dire « tu n'es pas qui tu croyais être, je vais te révéler qui tu es vraiment ». Tu te croyais blanc, tu te croyais français, en réalité, tu n'es pas français, tu es musulman. Tu te croyais une jeune fille, mais tes doutes prouvent que tu n'es pas une jeune fille, en fait, tu es un homme, etc., etc. C'est ce qu'on appelle le clivage narcissique. Ce clivage narcissique, c'est exactement la façon dont fonctionne l'ouvrage de Lilan Thuram sur la pensée blanche, reprenant certains traits de Frantz Fanon. Je pense que tout le monde connaît ici Frantz Fanon et ses travaux de psychologue, son engagement pour le FN, etc. L'idée que, en fait, derrière la construction, derrière l'éthos social de tout individu, eh bien, il y aurait
un masque à enlever qui le ramènerait à sa propre identité. Par exemple, typiquement, un Africain qui se croirait intégré à la société française pourrait se voir arracher son masque de blanchité pour se révéler à sa véritable africanité. Voilà. Cette idée de l'arrachage du masque, l'idée qu'on peut distinguer dans l'individu son ethos et son pathos malgré lui, c'est-à-dire le révéler à sa véritable identité au détriment de la façade qu'il essaye de construire en société. Nous sommes tous des êtres, des animaux, enfin, anthropos zoon politikon, hein, c'est Aristote. Nous sommes tous des êtres sociaux qui cherchons à nous préserver par la construction d'une carapace, qu'on appelle l'éthos, l'éthique, qui nous protège de la société. Cette idée qu'on pourrait arracher à l'individu son ethos pour le révéler à lui-même, en quelque sorte, dans la société, c'est très clairement la définition du clivage narcissique. Tu n'es pas qui tu croyais être, cesse de faire semblant, arrache ton masque et révèle-toi à toi-même. Et ce clivage narcissique, dans une démarche proprement sectaire, débouche sur le clivage social. Tu croyais que tu avais une famille, tu n'as pas de famille. En fait, ta vraie famille, c'est la secte. Ton père et ta mère sont contre toi. Ton frère et ta sœur te veulent du mal. Nous voulons ton bien. Alors, ce clivage social, si je le transpose métaphoriquement à un wokisme politique, eh bien, c'est celui qui consiste à dire « tu te croyais appartenant à la communauté nationale française, tu te croyais citoyen et politique, non. En réalité, ta vraie famille, c'est, la communauté XXX, la communauté YYY, etc., etc. » Et donc, vous voyez comment on a en deux étapes, clivage narcissique, tu n'es pas qui tu croyais être, clivage social, ta famille n'est pas celle que tu croyais être, ton identité n'est pas ce que tu croyais être, et débouche, et c'est là sans doute où se joue la nuance entre le wokisme et la secte, se joue en réalité dans la démarche sectaire la spoliation. Abandonne tes biens, tu n'existes pas, seule existe la communauté, abandonne tes biens à la communauté et suicide-toi. Ça, c'est la démarche, évidemment, caricaturale des sectes Moon, etc. Mais disons, dans un troisième temps, clivage narcissique, clivage social, et dernier temps, spoliation de soi-même et spoliation de ses biens. Bon, le wokisme n'en est pas là, en tout cas à ma connaissance, on n'en est pas encore à une démarche de ce type. C'est pour ça que je vous dis, ce n'est pas une religion, ce n'est pas une secte. Si vous me demandiez ce qu'est le wokisme au terme de cette grande introduction, je vous dirais le wokisme est une morale. Ça n'est qu'une morale. Et la morale, on en pense qu'on veut, mais une morale, d'abord, ça s'assoit sur une assise théorique démontrable, et deux, une morale, dans la France du XXIe siècle, à la fois une morale, ça se combat. Voilà. Et ça ne se combat pas avec des arguments scientifiques, ça se combat avec des arguments, voilà, avec un peu de raison, ça suffit. Mais vous voyez qu'il y a aujourd'hui une résistance qui s'opère quand je dis ça, parce qu'on dit « Ah mais oui, mais quand même, le wokisme, c'est dans l'université, le wokisme, c'est pris en main par des universitaires, le wokisme, ce sont des chaires aujourd'hui d'éco-poétique, ce sont des chaires de linguistique des plantes, ce sont des chaires en histoire décoloniale, ce sont des cours en ancien français sur la transsexualité et la pansexualité au Moyen-Âge. Donc, c'est que peut-être, ça n'est pas qu'une morale, c'est sans doute aussi probablement une science. Mais vous voyez qu'en fait, on est en train de faire une démarche régressive, c'est-à-dire qu'on part de la morale pour remonter dans la science, alors que si c'était effectivement une épistémologie, on partirait de la science pour voir les conséquences que ça a dans la société. Alors qu'en fait, le postulat là est inverse. On part de l'idée que ça veut le bien du monde pour révéler les gens leur vraie identité, pour déterminer les contours des vraies communautés, et ça remonte dans l'université à travers des travaux militants. Je prendrai simplement une citation d'un séminaire qui est animé donc par une collègue dans l'université parisienne, qui anime donc un séminaire de linguistique décoloniale, et elle définit son séminaire comme ça elle-même dans le document qu'elle remet à ses étudiants. Le séminaire se situe entre militantisme et recherche, et il est donc susceptible d'une rigidification de chacun de ses versants. Il brise l'aspect discret et autonome des catégories, classe, genre, race, mais aussi âge, santé, espèce. Il est d'origine états-unienne. Vous voyez, entre militantisme et recherche. Le maître mot, c'est le fameux mot de conscientisation. C'est-à-dire que la démarche de recherche, aujourd'hui, dans l'université, se met au service d'une morale parce qu'il y a une soif de justice sociale et de morale au sein de la jeunesse, en tout cas c'est un présupposé,
je pourrais vous donner des exemples assez amusants de façon dont se construisent ce type je peux vous en donner un. Bon, il y en a un qui est amusant. Le mot féminicide, par exemple, à dessein cet exemple, rentre dans le dictionnaire français en 2014. C'est le Larousse qui fait rentrer le mot féminicide dans le dictionnaire. La directrice du Robert, Madame Driveau, fait rentrer le mot féminicide dans le dictionnaire Robert en 2019, en dehors des procédures d'intégration lexicale du mot dans le dictionnaire. Normalement, ça y est, les comités qui se réunissent, des corpus, on fait émerger les mots ensuite. Madame Driveau impose le mot féminicide parce que le mot, en fait, répondrait selon elle, et elle l'explique elle-même dans une interview d'avril 2019 au magazine Tétu, le mot était un objet d'actualité en Amérique du Sud. Il y avait eu pour la première fois que le droit s'emparait, donc c'était en Colombie, si mes souvenirs sont bons, de mots féminicide comme catégorie juridique. Et donc elle fait rentrer le mot féminicide dans le dictionnaire en 2019. Le mot féminicide est élu par le comité qu'elle préside comme mot de l'année en janvier 2020. Et dans une interview qu'elle donne en février 2020, elle dit « Le mot féminicide est le mot de l'année, cela correspond aux aspirations de la population. » Au moment même où les juristes débattent de savoir si, oui ou non, la notion de féminicide peut être intégrée au corpus juridique. Je ne juge pas de l'emploi, de l'intégration ou non du mot féminicide dans le dictionnaire. Mais je dis simplement que le dictionnaire, qui est pour beaucoup de gens reçu comme un objet objectif de recherche et relativement intransigeant avec ses méthodes, peut très bien être mis au service d'une démarche et d'une action militante, positive ou négative, parce que l'urgence sociétale est interprétée comme étant un moteur plus grand, plus fort, et on est tous capables, aujourd'hui, ce soir, de comprendre pourquoi on peut accéder à ce type de mécanique. L'université n'est pas étanche, n'est pas sans porosité avec des comportements de ce type, et la construction même de l'université donne la possibilité aux chercheurs de s'autodéterminer dans leurs projets de recherche et dans leur méthodologie, et donc cela ouvre la possibilité à des chercheurs de transformer en quelque sorte leurs objets de recherche en objets de recherche militante. Et donc, c'est comme ça que progressivement, on voit dans l'université se reconstruire des îlots de sciences autour d'agrégats qui ont à voir avec les problématiques de morale que je viens de déterminer. Mais alors, vous allez me dire, comment on peut faire déjà? Est-ce qu'on peut inverser le mouvement? Et puis, pourquoi assiste-t-on à ça? Pourquoi? Qu'est-ce qui motive ça? Est-ce que soudain, tous les universitaires seraient devenus des gens mus par l'intérêt général, la morale, la beauté du geste, et eux-mêmes tous des justiciers du monde moderne? Je vous dirais que la question est hélas un peu plus prosaïque, et c'est ce que je vais vous expliquer maintenant. À quoi assiste-t-on dans l'université, et pourquoi donc, quand j'ai écrit le petit bouquin, j'ai parlé d'un petit manuel à l'usage des parents d'un enfant woke, en partant d'un enfant qui rentre à l'université. Tiens, tu t'inscris en géographie. Ah, c'est donc ça la géographie. Vous voyez, c'est cet élément de surprise qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, la géographie, qui pour beaucoup de gens est encore une science objective des territoires, est enseignée en Sorbonne comme science des territoires humains, d'où découle l'idée que la géographie est une science du territoire du corps, d'où découle l'idée qu'on peut faire des cours sur l'ANUS comme laboratoire d'expérimentation démocratique en licence de géographie en Sorbonne. Et que donc ça peut faire un choc, comme ça. Et que la collègue qui occupe ces cours-là, qui fait cours entièrement nu pour illustrer le territoire, peut effectivement donner quelques palpitations aux étudiants qui reviennent pour la première fois de ces cours. Les vidéos sont à mourir de rire, bon, ça va, passons. Mais comment est-on arrivé là? Pour bien comprendre de quoi nous parlons, d'abord, il faut revenir sur une idée simple, qui a à voir avec l'articulation entre cette morale, la science et l'école. Et donc, je vous poserai cette question que je pose souvent, mais c'est moi qui réponds. Enfin, si vous voulez répondre, je vous donne la parole, c'est moi qui réponds. Pourquoi n'enseigne-t-on pas la magie à l'école? Alors, pourquoi n'enseigne-t-on pas la magie à l'école? C'est une question qui peut sembler un peu bête, mais ça nous permettra de rappeler que la cartographie
des disciplines qu'on enseigne à l'école ne préexistent pas à l'université. C'est pas parce qu'on enseigne le français à l'école qu'on étudie la littérature française à l'université et qu'on passe une agrégation de lettres. C'est pas parce qu'on étudie les mathématiques à l'école qu'on va aller faire une thèse sur la topologie des figures dans les espaces réels en mathématiques. En réalité, c'est l'inverse. C'est l'université qui construit la cartographie des connaissances, ce qu'on appelle donc l'épistémologie. Qu'est-ce que les lettres? Qu'est-ce que l'histoire? Qu'est-ce que la géographie? C'est l'université qui dit ce qui est une science ou ce qui n'en est pas une. Si je prends l'exemple de la magie, est-ce que l'université étudie la magie? Oui. Oui, moi-même j'ai écrit des livres sur la magie au Moyen-Âge, j'ai écrit des livres de recettes, je sais soigner une vache au XIIIe siècle. Des anthropologues ont étudié les pratiques magiques pygmées à travers le monde entier. Je crois qu'on a les répertoires de toutes les pratiques magiques de toutes les époques du monde entier. Est-ce que l'université étudie la magie? Oui. Est-ce que l'université dit que la magie est une science? Ah ben non. L'université dit que la magie est une techné, c'est une technique. Et une technique, ça s'étudie. Une science, ça s'enseigne. Vous voyez, on n'enseigne pas la magie. On sait comment soigner les vaches au XIIIe siècle, mais on n'enseigne pas à l'université comment soigner les vaches au XIIIe siècle. On a d'autres méthodes vétérinaires pour le faire. Ça ne veut pas dire qu'on dénie à la magie d'être ce qu'elle est. Simplement, qu'est-ce qui fait la différence entre la magie et la science? La transmission. Prenons simplement cet exemple-là. L'université, la science qu'elle enseigne est reproductible, partageable, vérifiable. Si quelqu'un pousse la porte de ma salle pour venir écouter mes cours, je lui dirai assieds-toi. Et franchement, vu l'état de l'université et l'état des études en ancien français, si quelqu'un veut venir écouter mes cours, mais qu'il vienne. Je veux des étudiants. Je veux des gens qui viennent nous écouter. Voilà. Entrez, asseyez-vous, et si vous n'êtes pas d'accord, posez-moi des questions, j'y répondrai. C'est un exotérisme. L'université est fondée sur l'exotérisme. La magie, c'est l'inverse. Elle est fondée sur l'ésotérisme, c'est-à-dire sur ce qui n'est pas vérifiable, pas reproductible, et qui n'est transmissible qu'à une certaine catégorie de gens que sont les initiés. Ce simple fait-là dénie à la magie la possibilité d'être une science. Et donc, on l'étudie, on connaît les ésotérismes, on connaît les rituels, on connaît les pratiques, les chamanismes, bref, mais on n'enseigne pas à être un chaman à l'université. Ergo, on n'enseigne pas la magie à l'école. C'est aussi bête que ça. Que se passerait-il si l'université, demain, reconnaissait la magie comme une science? Eh bien, alors, après-demain, il y aurait des cours de magie à l'école. C'est aussi bête que ça. Tout simplement parce que l'épistémologie construit la façon dont nous représentons la cartographie des savoirs et donc la cartographie de ce que c'est qu'une tête bien faite d'un enfant bien construit. Voilà. Je parle de la magie parce qu'on assiste aujourd'hui, à travers les questions woke notamment, à la remise en cause de la cartographie des savoirs occidentaux. Alors je dis occidentaux, ce sont eux qui les appellent comme ça, la science blanche, les mathématiques occidentales, la physique occidentale, la physique de Newton comme science blanche déniant aux savoirs autochtones la possibilité d'être enseignés, etc., etc. Et plus généralement, je viens de finir un article qui paraîtra en juillet pour la revue des Deux Mondes, par exemple la linguistique des plantes. Les plantes parlent. Non pas qu'elles communiquent, je ne vous parle pas de botanique, je ne vous parle pas de biologie, je ne vous parle pas d'éthologie même, pas de sciences de comportement et de communication. Non, 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 non. Aujourd'hui, on a des masters qui analysent en écho fondamentale l'idée qu'il existe un vocabulaire des plantes, que les plantes ont un langage. Et ça, c'est porté par des linguistes. Je ne vous parle pas d'une métaphore qu'on trouverait dans un journal de vulgarisation. Je parle de linguistes qui disent qu'il y a un langage des plantes. Mais qui entend les plantes parler? Alors mes collègues me disent, moi je sais que les plantes parlent. C'est donc un ésotérisme. À partir du moment où on ne peut pas valider cette idée qu'on peut partager, reproduire, falsifier des résultats autour de ces choses-là, on entre très vite dans l'idée que seule une catégorie de linguistes plus conscientisés que les autres ont accès au corpus de la linguistique des plantes et que seuls les vrais linguistes ouverts aux vraies problématiques du vrai monde comprennent
que l'homme est marginal dans la création, mais que les plantes ont un langage que seuls ces chercheurs conscientisés sont capables d'entendre. Et donc, très vite, on arrive à cette idée que la science, le fait d'être dans la science, et je donne à ce mot-là le sens que je donnais quand j'étais un étudiant il y a 25 ans à l'université, je parle d'une science objective qui s'inscrit dans une cartographie avec des chaires, des décanats, et tout ce qu'on peut imaginer de publication, de validation par les pairs. Le fait d'être dans la science, c'est déjà en soi remettre en cause la possibilité donc d'entendre les plantes parler, c'est donc s'inscrire dans une forme de science oppressante, caractéristique de la domination, et donc je deviens un acteur de cette discrimination systémique qui empêche les vrais linguistes conscientisés d'entendre les plantes parler. Je suis donc à combattre parce que je deviens l'archétype même du scientifique qui s'oppose à la conscientisation pour sauver la planète et autres urgences tout à fait légitimes. C'est simplement les moyens qui méritent d'être combattus. Alors, je pourrais développer un peu sur cette idée-là, mais je m'arrête simplement pour vous faire comprendre que voilà, cette linguistique des plantes-là, elle est caractéristique d'une forme, de mon point de vue, voilà, de réactualisation de savoir magique. Pourquoi est-ce que ces sciences-là apparaissent? D'abord, comment est-ce qu'on peut combattre ça? La seule façon qu'on a de le faire, c'est malheureusement, l'université fait peur à beaucoup de gens, parce que c'est un système clos qui est fondé sur la liberté académique, et il n'y a que des universitaires qui peuvent, en réalité, affronter ces catégories-là. Il n'y a que nous, c'est pourquoi nous avons créé l'Observatoire du décolonialisme, c'est un collectif d'universitaires, de titulaires, parce que il n'y a que nous qui pouvons dire, en fait, que non, nous ne partageons pas l'idée qu'il s'agit là d'une refondation de l'épistémologie occidentale, et que donc il faut combattre cette idée-là. Voilà, donc il faut le faire de l'intérieur, en quelque sorte. C'est ce que nous faisons. Maintenant, pourquoi cela est-il possible? Ça, c'est une incitation qui mérite quand même d'être soulignée. Aujourd'hui, il faut bien comprendre que l'université est gérée au niveau européen. C'est l'Europe qui pilote toute la recherche européenne. Quand je dis piloter, je veux dire que c'est l'Europe, c'est la Commission européenne qui arbitre sur les dotations budgétaires à attribuer à des chercheurs qui cherchent. La France a un budget, si mes souvenirs sont bons, de 8 milliards qu'elle donne à l'Europe. Chaque pays en fait autant. Et l'Europe, ensuite, redistribue aux chercheurs qui le méritent le fait de pouvoir, le fait d'avoir de l'argent. Comment est-ce qu'elle fait ça? Elle ne le fait pas de manière directe, elle ne le fait pas de manière directive, pardon, mais elle le fait de manière incitative. On peut passer une vie de chercheur sans répondre à ce qu'on appelle des appels à projets, ou alors, et donc vivre, comme certains collègues que j'ai moi à Bobigny en médecine, avec 700 € de budget annuel, 700 € en pharmacie, voilà. Ou alors vous inscrire dans les appels à projets européens et à ce moment-là postuler pour des projets qui ont une dotation massive, ça va de 300 000 € à 1,4 million sur 4 ans. Donc évidemment, qui ne rêve pas d'avoir 300 000 € de budget sur 4 ans? J'ai moi-même piloté des projets européens, j'ai été directeur de ce qu'on appelle les domaines innovants, j'ai distribué des projets de recherche, donc je connais assez bien le fonctionnement de ces appels à projets. Et aujourd'hui, il faut bien que vous compreniez que l'argent, que ce soit celui de l'ANR, l'Agence nationale de la recherche, que ce soit l'argent des régions à travers les DIM, comme pour les projets agricoles, c'est de l'argent qui vient des dotations européennes et qui est ensuite redistribué par des commissions, soit qu'elles soient à la Commission européenne, soit qu'elles soient dans des organismes locaux comme les régions ou les agences nationales. Tout se joue en fait sur la définition des appels à projets et sur les équipes qui peuvent répondre à ces projets. Les équipes d'abord. Avant, les gens se représentent toujours l'université comme étant composée de laboratoires, d'équipes, et chaque chercheur serait doté dans son équipe, puisqu'il est dans un laboratoire, d'un fonds de fonctionnement qui serait sa réponse à l'appel à projet. C'est plus vrai du tout. Aujourd'hui, on a fait exploser totalement la notion d'équipe au profit de groupes. C'est-à-dire que si moi, j'ai envie de répondre à un appel à projet sur la Bible, l'ancien français et la cartographie des psautiers au Moyen-Âge, je décide de m'allier avec un chercheur roumain, un chercheur hongrois, un chercheur polonais et 4 chercheurs français que j'aime bien, qui n'ont rien à voir avec mon équipe. On crée une équipe qui n'a plus rien à voir avec l'institution.
on répond à l'appel à projet et c'est notre équipe qui est dotée. Vous voyez, donc on a totalement explosé l'idée de division, de représentation, d'équipe de recherche, comme ça pouvait exister autrefois dans des laboratoires universitaires, laboratoires mixtes, unités mixtes, UMR, CNRS, INRIA, etc., etc. Ce sont des agrégats. Et ensuite, les appels à concours sont rédigés par l'Europe en des termes qui ont pour but d'inciter les chercheurs à rentrer dans des problématiques. Et c'est là qu'on voit apparaître donc les enjeux en écopolitique, les enjeux en société innovante et inclusive. C'est comme ça qu'on a vu la commissaire européenne préposée à la recherche, c'est une grecque, j'ai oublié son nom, mais sur le site de l'Observatoire, on retrouvera sa vidéo, qui explique comment elle a imposé que 15% de tous les budgets de toute la recherche distribuée par l'Europe soient attribués en ressources humaines au sein des projets à la promotion de la société inclusive. Donc, ressources humaines dans une équipe de recherche, tout le monde sait très bien ce que ça veut dire l'université, ça veut dire une thèse. Hein, une ressource humaine, c'est un projet de thèse financé ou c'est une thèse contractuelle qu'on associera pour travailler sur la promotion de la société inclusive, la promotion de la lutte contre les discriminations, etc., etc. Et donc, c'est comme ça que progressivement, aujourd'hui, on vous dit, bon, si tu veux travailler sur Proust, c'est bien, tu peux le faire tout seul dans ton coin. Par contre, si tu travailles sur Proust et la société inclusive, ah bah à ce moment-là, tu pourras avoir accès à un super budget qui fera toi un super chercheur et tu auras enfin un MacBook qui fonctionne. Donc évidemment, vous voyez comment on redessine progressivement toutes les orientations de la politique de recherche parce que les chercheurs, par eux-mêmes, eh bien du coup, se reconfigurent par affinité de thématiques et constituent donc des équipes qui sont fondées non plus sur des disciplines, mais sur ce qu'on appelle maintenant des studies, et on emploie la langue du colon pour le dire, donc on ne parle plus de discipline, mais de studies, et ces équipes de studies créent des disciplines qui leur sont propres, cultural studies, star studies, anti-systemic racism studies, etc., etc., qui définissent l'unité de leur équipe, leur permettent de postuler à des financements pour la recherche, d'obtenir des financements avec lesquels ils créent des revues, dans lesquelles ils publient des articles qu'ils font valider par des pairs qui sont spécialistes de leurs studies. Donc, il n'y a plus de validation. Moi, par exemple, qui suis linguiste, ou Jean Slamovitch, ou Yana Grinchpoon, bon, ben, je n'ai plus mon mot à dire sur les linguistic studies, sur les plant studies, pardon, parce que, bah, vous comprenez, je ne suis que linguiste. Et donc, je ne suis pas compétent pour parler de linguistique des plantes. Seuls des gens compétents en linguistique des plantes peuvent valider des articles en linguistique des plantes. Bon, la boucle est bouclée, et vous voyez comment, en l'espace de 5 à 6 ans, on a reconfiguré totalement la cartographie de l'épistémologie des savoirs. Et je prends à dessein l'exemple de la magie pour vous faire comprendre que si on pousse un peu le curseur, bah, il ne faudra pas attendre bien longtemps pour voir réhabiliter dans un premier temps, et c'est plein de bons sentiments, les savoirs autochtones, les pratiques culturelles favorisant l'intégration, contre la discrimination, etc., et débouchant le lendemain sur la possibilité, pourquoi pas, d'avoir une chaire en savoirs autochtones. Ça existe déjà dans l'université d'Ottawa. Et après, pourquoi pas, des chaires de magie, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on discrimine entre les savoirs autochtones et les savoirs locaux. Tout ça, finalement, s'intègre dans une grande discipline que serait la médecine, au sens que la médecine avait au Moyen-Âge. Et voilà donc comment on reconfigure à travers la science la cartographie des savoirs et comment, en faisant ce travail-là, on fait peser plus ou moins consciemment une menace sur les disciplines en général. Aujourd'hui, ce dont je vous parle concerne majoritairement les sciences humaines, je ne le nie pas, mais quand je dis les sciences humaines, ça veut dire qu'on est déjà largement sorti du champ de la sociologie. Les études décoloniales, ça concerne un pan très particulier de la sociologie, c'est très légitime, c'est comme les post-colonial studies, j'ai rien à dire, c'est très... Voilà. Moi, ce que je conteste, parce que nous contestons, c'est que ces méthodes-là diffusent dans toutes les autres disciplines. On voit apparaître aujourd'hui les mêmes méthodologies décoloniales en histoire, en littérature, en linguistique, dans l'histoire des langues, en géographie, et progressivement dans les sciences aussi. Dans l'Observatoire, nous avons été rejoints par plusieurs oncologues. Nous avons avec nous des botanistes, nous avons avec nous des chimistes, parce qu'il se joue tout un tas de guerres autour de la dénomination des plantes, des maladies, de l'accueil des patients, de la représentation des patients. Est-ce que je peux soigner un homme qui se revendique femme pour l'endométriose?
Est-ce que je peux d'emblée écarter le diagnostic d'endométriose si c'est un homme trans qui vient en consultation? Et suis-je exposé à des poursuites ou à des menaces si jamais, en consultation, j'écarte d'emblée le diagnostic d'endométriose parce que j'ai affaire à un homme trans? Je vous parle là d'un cas concret qui est raconté sur le site de l'Observatoire. Si vous regardez le dernier article de Joseph Ciccolini, vous verrez que c'est une réalité. Et donc voilà, en fait, de quoi nous parlons. Aujourd'hui, si je prends simplement sur les... Alors, je ne sais pas, moi, il dit 1 heure, je vais bientôt m'arrêter. Oui. Donc, si je prends simplement, pour donner quelques petits exemples... Oui, effectivement, le temps passe, mais en fait, on vous écoute et on est passionné, donc on ne sent pas le temps passer. Non, oui, oh, ben ça, c'est gentil. Disons qu'effectivement, d'ici un petit quart d'heure, il faut peut-être laisser de la place aux questions. Ben, je suis en train de conclure, si vous voulez bien. Voilà. Simplement vous donner quelques exemples. Donc, effectivement, cette transformation de l'université, elle a à voir... Alors, un quart d'heure, je prends. Je vous invite à jeter un œil un jour sur les ouvrages d'un théoricien de l'activisme qui s'appelle Saul Alinsky, qui a théorisé dans un ouvrage qui s'appelle Les rapports de pouvoir, l'idée que tout acte militant aujourd'hui devait reposer sur une structure biface. D'un côté, des universitaires en costume qui demandent des crédits, et de l'autre, des doctorants en jean qui vont dans les associations faire de l'activisme de terrain, et que c'est l'alliance des deux qui permet en réalité de modifier les choses et d'effrayer les institutions. Mais ils ont parfaitement raison. Saul Alinsky a parfaitement raison. Un universitaire en costume, à l'Europe, ça obtient des budgets. Et un thésard dans une association, quand ça milite, eh bien, ça organise une bronca, comme ça a été le cas, par exemple, vous savez, lorsque la ministre Lahiri avait été visiter une crèche et qu'elle avait été l'objet, comme ça, de toute une série de manifestations pour l'empêcher de parler, ça avait été organisé par des étudiants activistes qui étaient en thèse de sociologie à Lille 3 et qui, en fait, illustraient parfaitement les théories de Saul Alinsky. D'un côté, à Lille 3, des universitaires qui vont demander des financements à l'Europe, et de l'autre, des thésards présents sur le terrain qui participent à la conscientisation des publics à travers des actions de conscientisation qui ont quand même beaucoup à voir avec la subversion. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je vais tordre le cou tout de suite à l'idée que le wokisme, ça ne durera pas parce que c'est un maoïsme moderne et que c'est une folie de jeunesse. Alors, c'est faux, pour la simple et bonne raison que le wokisme est financé. Le wokisme est institutionnel. Le wokisme est porté par les institutions. Il est porté par l'université, il est porté par l'Europe, il est porté par les mouvements politiques. Et en quelque sorte, ce sont les jeunes woke activistes qui obéissent aujourd'hui à une injonction qui leur est faite de s'inscrire dans une logique communautaire pour un monde meilleur. On n'est pas du tout dans un élan de jeunesse, c'est pas là, je veux dire, posez-vous simplement la question de vous dire, derrière le maoïsme, il y avait Mao, derrière le marxisme, il y avait Marx, quel est l'auteur qui constitue la bibliothèque des jeunes activistes d'aujourd'hui? Est-ce que vous voulez me faire croire, est-ce qu'on va vouloir nous faire croire qu'ils ont tous lu les livres de Crenshaw? Et ils ne savent même pas qui c'est. Il n'y a pas de culture derrière, il n'y a pas de littérature, il n'y a pas de structure politique. Et c'est ça d'ailleurs qui fait qu'on a beaucoup de mal à répondre à la question du wokisme. C'est pour ça que je vous dis que c'est une morale. Parce qu'il n'y a pas de corpus littéraire politique derrière la question woke. Il n'y a que des injonctions à se comporter d'une meilleure façon. Il n'y a même pas de Bible. Vous voyez? Donc c'est même pas un protestantisme. On a affaire à rien. On pouvait revenir à Mao, on pouvait revenir à Marx, on peut revenir à Engels, on peut lire Staline, on peut lire Lénine. Dans le wokisme, on ne veut pas lire woke, on ne trouve pas. Et quand on veut lire, nous on les a. Si vous regardez le site de l'Observatoire, on a mis plus de 2000 ouvrages de référence en anglais et en français consultables dans la partie outils. Vous pouvez interroger en cherchant par exemple juif ou islam à travers ces ouvrages-là, vous aurez toutes les citations, vous verrez, c'est très instructif. Vous vous rendrez compte que, ces livres-là, vous ne connaissez pas les auteurs, vous ne les avez pas lus, ou quand vous les avez lus, c'est parce que vous êtes concerné, parce que vous êtes vous-même déjà dans une démarche intellectuelle, mais vous vous rendrez très vite compte que nos étudiants, par exemple, ne savent pas de qui on parle. Donc, non, ce n'est pas un maoïsme réactivé. Et enfin, pour terminer, simplement vous dire, voilà, si je prends parce que des gens nous disent, oui, mais c'est marginal, ça n'existe pas, etc. Alors, je vais simplement prendre sur les premiers mois, janvier-février, les annonces universitaires qui nous parviennent, parce qu'évidemment, l'Observatoire, on est inondé d'informations. Alors,
Sur la question féminisme et genre, 1er février, colloque pratique féministe et queer de la micro-édition. 3 février, cluster gender, sexisme, penser les racines du mal, à Nantes. 3 février, rencontre avec l'auteur de l'ouvrage Les gens fluides de Jeanne d'Arc aux Saintes Trans. 4 février, publication Imaginaire queer, transgression religieuse et culturelle à travers l'espace et le temps. 4 février, séminaire à Créteil, femmes, féminisme, genre, sexualité. 5 février, annonce de publication, écriture inclusive, non genrée, comment la mettre en œuvre tout en restant accessible. 7 février, appel à communication, philosophie et féminisme. 13 février, appel à communication, corporéité féministe et queer dans les pratiques circassiennes et performatives. Je passe un peu, j'en ai encore une quinzaine. Sur la question des coloniales, 3 février, numéro de revue Art et décolonialité à Bordeaux. 3 février, enjeu du présent au nom du passé, qui peut parler de quoi? Sciences Po Paris. 4 février, annonce d'une école d'été, les études décoloniales d'Amérique latine et des Caraïbes. Bon, là, on est dans le thème. 4 février, savante.e.s et politique contre l'islamo-gauchisme. Annonce de publication discrimination et racisme à l'université. Je passe un peu. Intersectionnalité, 5 février, pour une approche intersectionnelle en sociologie des arts et de la culture, communication dans un congrès, l'éducation coloniale au prisme de l'intersectionnalité. 8 février, chapitre d'ouvrage, la prise en charge sanitaire dans le suivi judiciaire des mineurs.e.s, une grille de lecture intersectionnelle. Expérience de l'État, une approche intersectionnelle le 9 février, je passe, j'en ai encore une dizaine. Discrimination inclusiviste, 4 février, appel à contribution pour un colloque et festival Littérature en marche sur stigmatisation qui pèse sur les formes de marginalité. 9 février, contre l'antiracisme, le féminisme, les écrivaines.e.s néo-réactionnaires. Et enfin, le webinaire Pédagogie inclusive en enseignement supérieur, comment s'y prendre. J'ajoute à ça que nous avons eu depuis un an, donc là vous voyez sur 3 jours, enfin 5 jours, du 4 au 8 février. J'ajoute à ça quelques petits événements, comme par exemple décoloniser le droit, 15 février, décoloniser les imaginaires, 3 juillet, décoloniser la sexualité, le corps, territoire en géographie, je vous en ai parlé, genre et sexualité dans les établissements scolaires, 17 et 18 juin 2022 à l'UPEC, colloque corps, genre et images à Paris 8, philosophie contemporaine, normativité, intersectionnalité, etc., genre, féminisme en politique. Bref, on reçoit à peu près entre 8 et 10 alertes par jour de ce type d'activité. Certaines sont sans doute parfaites, d'autres sont complètement militantes. Mais pour ceux qui aujourd'hui penseraient qu'on a affaire à un phénomène mineur, que nos étudiants ne le rencontreront pas et qui sont en marge de tout ça, non, on est au cœur du truc et à mon avis, ça ne fait que commencer. Voilà, j'ai dit. Voilà, je rouvre mon micro. Merci beaucoup de cet exposé qui est très instructif, puisqu'effectivement, par définition, nous ne sommes pas universitaires, enfin pour la plupart d'entre nous, certains le sont dans le public, et nous n'avons pas forcément accès à toutes ces informations, mais ça ne nous rassure pas vraiment. Et je dois dire que comment est-ce que on peut lutter contre ça, parce que il y a quelque chose que vous n'avez pas abordé, mais vous ne pouviez pas tout aborder, c'est la contrepartie de cette affirmation qui est la volonté de faire taire ceux qui ne partagent pas cet avis. Et donc, ça veut dire aussi l'impossibilité même d'avoir un débat contradictoire, puisqu'il n'y aura pas de débat du tout. Absolument, oui. Je vous réponds maintenant? Oui, bien sûr. Ah bah volontiers, bien sûr. Mais vous avez parfaitement raison. Mais c'est qu'à partir du moment où on redéfinit le wokisme comme une morale, pas comme une science, pas comme un savoir, mais comme une morale, et à partir du moment où vous êtes légitimé par le bien, lorsque vous êtes habité par le bien, que vous luttez contre un mal systémique, vous ne tolérez pas le contradictoire. Vous ne pouvez pas tolérer le contradictoire. Le contradictoire est déjà l'idée que peut-être vous pourriez concéder quelque chose au mal qui habite la société, l'expression de la domination, etc. Donc, quelque part, aujourd'hui, toutes ces interdictions auxquelles on a affaire, très récemment, Florence Bergeau-Blaclair, qui est avec nous dans l'observatoire, hein, mais enfin, on est en fait confronté à un déni total de possibilités de dialogue, et c'est bien pour ça d'ailleurs que les sciences, ce qu'ils appellent les sciences blanches, la physique blanche, les mathématiques occidentales, etc., pour eux, sont le mal absolu, ce que j'appelais l'exotérisme tout à l'heure, l'idée de s'exposer, d'échanger, de débattre, de laisser la science au cœur de l'objet, leur fait très mal. Moi, j'explique à mes étudiants ceci. On est tous composés de 2 parties, l'éthos, ce que je disais tout à l'heure, la vitrine, et le pathos, ce que nous sommes au fond de nous. Quand on est scientifique, quand on est politique, mais tout le monde, nous construisons un ethos parce que ce que nous exposons dans le débat, c'est l'ethos. Et Einstein disait, si vous me démontrez que la relativité, c'est mauvais,
eh ben, je serai un peu moins bête et on aura progressé tous les deux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on détruit l'éthos, quelque part, on ne détruit que l'éthos. C'est pas grave. Le fait d'avoir tort en science ne vous affecte pas dans votre personne. On peut être bête en linguistique ou en maths et être quelqu'un de très gentil, de génial et d'adorable. Enfin, voilà, c'est évident, parce que je dirais une évidence. Mais dès lors que vous postulez que la science n'est plus votre façade, mais qu'elle est votre identité même. C'est-à-dire, je suis conscientisé, je suis la morale moderne. Quand on entre en débat dans la conflictualité, vous parliez de débat contradictoire, entrer dans la contradiction, c'est plus ethos contre ethos, c'est ethos du méchant conservatiste occidental contre le pathos. Je suis ça. Et évidemment, quand vous prouvez à quelqu'un, quand vous l'exposez à l'idée qu'il pourrait avoir tort, non pas sur ce qu'il sait, mais sur ce qu'il est, vous lui faites très mal. Et donc, évidemment, il a un réflexe de défense qui est de vous faire taire. Et c'est ce à quoi nous assistons. C'est de la psychologie, mais de très bas étage, d'enfant. Vous dites à un enfant qu'il a tort, il veut vous faire mal. Et c'est exactement ce à quoi nous assistons. Parce qu'ils ont déplacé le débat scientifique de l'éthos, de la connaissance, au pathos, à ce qu'ils sont, à la question de l'identité. Et c'est pour ça qu'il faut débarrasser l'université de toutes les idéologies identitaires, une bonne fois pour toutes. Je vais peut-être passer la parole à d'autres personnes pour qu'il y ait d'autres questions. Est-ce que quelqu'un a une question et souhaite prendre? Voilà, Mireille, vas-y, je te passe la parole. Il faut que tu ouvres ton micro, voilà. Voilà, ça y est, c'est fait. D'abord, je vous remercie, hein, j'ai appris plein de choses. Vous dites que seuls les universitaires peuvent combattre. C'est là-dessus que j'avais une autre petite hypothèse bien modeste, c'est de penser que le bon sens populaire pouvait aussi nous aider. Parce que tout ce qui a été décrit là, c'est dans le milieu universitaire, dans le milieu des intellectuels. Ça a des répercussions sur le quotidien de chacun, mais pas tant que cela quand même, parce que dans le sens populaire, c'est pas si perçu. C'est pas tellement une réalité. Et je voudrais donner un exemple pratique que j'ai déjà donné à Martine, mais c'est le seul que je connais, je vais le redonner. Netflix. Netflix a perdu 40% de ses adhérents. Pourquoi? Parce que le Pékin moyen, il en a marre de voir des histoires sur le wokisme. Ouais. Donc, le bon sens commun a dit, nous, on veut plus ça. Alors, les autres, là, comme ils veulent gagner du fric, parce qu'il y a l'argent, j'ai pas conceptualisé mon intervention, hein, je l'ai dit, brut de décoffrage. Ceux qui veulent gagner de l'argent, ils sont obligés, eh bien, de changer un peu leur méthode et de revenir peut-être à ce qui plaisait avant, c'est-à-dire à la vie qu'on connaissait avant. Et ce qui est surprenant, c'est que c'est à cause de ces histoires woke de Netflix qu'ils ont perdu, paraît-il, autant de parts de marché et qu'ils ont diminué autant leurs bénéfices. Donc peut-être que le bon sens populaire va aider les universitaires à combattre cette folie que j'espère le plus momentanée possible, même si vous nous dites que ça va durer longtemps. Voilà, merci. Merci, votre intervention, moi, elle me plaît, elle est pleine d'espoir. Moi, j'espère que vous avez raison et je pense effectivement que le marché est un outil de régulation. De ce point de vue-là, vous avez parfaitement raison. Moi quand j'ai dit ça, je parlais de l'université elle-même. C'est-à-dire que, malheureusement, on peut imaginer des systèmes politiques qui n'en ont rien à faire de ce que pense le peuple, les gens et le bon sens. C'est ça le problème. Et c'est qu'on peut très bien avoir, de même qu'on a une caste, pardon, pas comment appeler ça, une représentation politique dont on dit souvent qu'elle est coupée des réalités du peuple, on peut très bien avoir demain une université voilà, une université idéologisée qui continue à enseigner n'importe quoi. Le problème, c'est le renouvellement du Léviathan. C'est que de génération en génération, la notion même de bon sens risque d'évoluer. Netflix dira, j'ai été précurseur, j'ai attendu, mais le curseur pourra être un jour poussé de nouveau. Donc, il faut anticiper quand même. On ne peut pas tout attendre du marché. Parce que malheureusement, le marché, il est bien content de trouver aussi de nouveaux secteurs de niche pour vendre ses âneries. Merci. Je vais passer la parole à Chantal Crémifi qui a demandé la parole et ensuite à Jean-Robert Domin. Oui. Vous m'entendez? Oui. Absolument. Je vous remercie beaucoup.
D'abord, je vous remercie vraiment beaucoup. Je suis chercheur à la retraite depuis 10 ans. J'étais chercheur en biologie moléculaire et je suis contente, en vous entendant, d'être à la retraite parce que je suis effondrée, je suis triste de tout ce que je viens d'entendre. C'est dramatique. Moi, pendant toute ma vie professionnelle, j'ai été relativement libre. J'ai pu avoir quelques financements et faire la recherche, faire ce que je voulais en recherche. Voilà. Et je sais pas si j'ai bien compris, je sais pas comment on en est arrivé là, c'est terrible. D'après ce que vous dites, c'est foutu. On peut plus revenir en arrière, non? Je comprends pas. Et j'avais une question, je sais pas si elle est bon, je vous la pose. Est-ce qu'on peut faire un lien entre, j'allais dire, ces gens-là, cette façon de penser et les personnes qui sont contre la laïcité à l'université? Parce qu'elle est aussi gangrénée par ces gens-là. Est-ce qu'il y a un parallèle? Est-ce qu'on peut faire un parallèle? Bien sûr. Bien sûr, c'est une question très pertinente. Pour la première partie de la question, oui, moi, je ne fais pas partie des optimistes. Combattant, combatif, tout ce que vous voulez, on a créé, je fais tout ce que je peux depuis 5 ans parce que moi, j'ai vécu, vous vous en doutez, dans mon parcours universitaire, des choses qui m'ont à un moment poussé à dire, bon, on arrête les bêtises. Et voilà. Donc, mais effectivement, je ne suis pas très optimiste sur l'université elle-même. Je pense que malheureusement, enfin, plusieurs collègues qui pensent que l'avenir de la recherche n'est peut-être pas forcément dans l'institution publique aujourd'hui. Enfin, bon, on verra bien ce que ça donne. C'est ça. Malheureusement, on aura réussi à tout détruire de ce point de vue-là. Et alors, votre question, bah oui, alors, vous avez, je me souviens d'un professeur, moi, qui me disait, quand j'ai commencé ma carrière il y a une vingtaine d'années, qui m'avait dit, je suis bien content de m'arrêter, ce que j'ai connu, vous ne le connaîtrez pas. Donc, effectivement, il avait raison, on en est là. Et quant à la laïcité, nous avons appelé notre association le laboratoire d'analyse des idéologies contemporaines, le laïc. Voilà. Et nous aimerions être une société savante, d'ailleurs je vous invite à nous rejoindre quand vous voudrez, à être une société savante pour avoir plein de petits représentants laïcs dans l'université. Parce qu'effectivement, la laïcité est devenue, dans cet univers de discrimination permanente que nous vivons, je prendrai l'exemple, sur le site d'Observatoire, j'ai moi-même retranscrit l'interview de Norman Adjari dans l'émission de Tadei sur la question de la laïcité. Il commence en disant l'Afrique du Sud avait des lois qu'on appelle des lois d'apartheid, c'était la même chose en France, nous avons la laïcité. Et à partir de là, il tire le fil. Évidemment, bon, on ne peut pas lutter contre ça. Je pense qu'en l'écrivant, je me dis, au moins voilà, il ne peut pas dire qu'il ne l'a pas dit, puis au moins lisez-le. Il l'a dit. Donc effectivement, la laïcité est devenue aujourd'hui un marqueur d'islamophobie, de racisme. Moi, j'ai été interviewé par le New York Times parce que j'avais écrit 2 articles qui étaient parus dans le FIG à l'époque sur la question, vous savez, de la statue à Besançon qui avait été, d'Ousmane Sow qui a été, la nana du New York Times m'appelle et elle commence en me disant, mais ça a été épouvantable. Elle me dit, mais vous, en anglais, elle me dit, mais vous qui êtes le représentant des white supremacistes en France, qu'est-ce que vous avez voulu nous dire, etc. Je lui dis, mais je ne suis pas white suprémaciste, je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Elle me dit, mais si, le laïc. Ah, d'accord. On part de très loin. Donc, on a eu un long dialogue sur la question de la laïcité. Et donc, je lui dis, c'est pas une question, moi je lui dis, je ne suis pas raciste, je suis indifférent à la couleur. Voilà, je suis colorblind, je me fous de la couleur des gens, à commencer d'ailleurs par la mienne et par la vôtre, etc., etc. Et pour elle, le fait d'être colorblind, c'est quelque chose dont on lui a appris à l'université américaine, qu'être colorblind, c'est donc être profondément raciste, parce que c'est finalement faire comme si les Noirs ne souffraient pas. C'est ce qu'elle veut dire. Et donc, cette théorie-là, elle est rentrée dans l'université avec ces théories woke et avec cette lutte entre le droit continental, grosso modo, et la common law. Et donc, aujourd'hui, effectivement, vous avez des études qui sont menées, notamment à Sciences Po. On n'arrête pas de publier contre Sciences Po, contre Vichra, contre Nana Mayer, contre tous ces profs de Sciences Po, même la femme de Pape Ndiaye, Madame Lazarus, qui est la future patronne de Sciences Po sans doute, fait partie de ces gens qui écrivent contre la laïcité en disant que c'est un outil d'islamophobie et de racisme, parce que l'islamophobie et le racisme, c'est pareil. Enfin, bref, ces gens pensent, vous savez, tête de bois, bois sans soif, etc. Ils pensent à la queue leu. Et donc, effectivement, vous avez parfaitement raison. Heureusement. Bon, merci. Jean-Robert? Oui. Bien arrivé.
Oui, oui, bien arrivé, heureusement. Oui, moi ce qui m'a toujours interpellé, c'est pourquoi le woke a séduit tant d'intellectuels ou de gens en général, évidemment, fondamentalement dans l'intelligentsia universitaire. Je crois que notre orateur nous a donné la réponse, c'est parce que c'est une morale. Et qui dit morale, dit théorie du bien et du mal. Il n'y a pas de morale sans une idée du bien et une idée du mal. Et en plus, c'est très souvent l'idée du souverain bien contre l'abominable mal. Et tout ça s'appuie réellement sur des problèmes de justice sociale, d'inégalité, de discrimination, etc. Mais moi, j'y vois également, il y a un bouquin qui est intéressant d'Hippolyte Taine qui s'appelle Les origines de la France contemporaine, où il tente une explication de pourquoi 1000 ans de monarchie ont volé en éclats en quelques années. Et sa théorie, c'est de dire que l'intelligentsia s'est pris de passion pour l'égalité, pour les petites gens. Voilà. Tous ces gens-là étaient évidemment des nantis, mais ils se sont pris de passion pour tout ça. Et il écrit une phrase que moi je trouve admirable, et je vous la cite, ce que craignaient le plus les hommes opulents, c'était de passer pour insensibles. C'est-à-dire, si vous avez tellement peur de passer pour quelqu'un qui a un cœur de pierre, que vous êtes prêt à tout accepter pour ne pas être catalogué dans le camp des méchants. Et ça fonctionne. Ce qui est nouveau dans cette affaire, et c'est pour ça, moi, je suis de l'avis de M. Salvador, que ça va parce qu'il y a les financements. Il y a une manne monstrueuse qui tombe là-dessus. Mais l'exemple qu'il a donné sur la société inclusive, on l'avait également avec le réchauffement climatique. Avant, si vous vouliez faire une thèse sur la copulation des orang-outans dans le Haut-Katanga, vous n'aviez 0 centime. Par contre, si vous disiez influence du réchauffement climatique sur la copulation des orang-outans, alors là, vous aviez des financements. Donc, on est dans une logique où ces gens-là ont du financement et des armes. Alors, mon interrogation, c'est comment résister? Mais malheureusement, je crois qu'il n'y a qu'une seule façon de résister, ça s'appelle le courage. Et il en faut, parce que pour être blacklisté, pour être marginalisé dans certains milieux, etc., il faut vraiment de la résistance et du courage. Et l'exemple de ce qui s'est passé à la Sorbonne il y a quelques jours avec Florence sur le frérisme, on n'a toujours pas entendu la moindre intervention du ministre, de Pape Diaye, pas la moindre intervention de Sylvie Retailleau, etc. Donc, le problème, c'est pas qu'il y ait des gens qui soient convaincus du wokisme, c'est qu'il y ait l'immense majorité des autres qui ne disent rien. Et je finirai en disant une phrase que j'aime beaucoup, j'ai moins peur du bruit des bottes que du silence des pantoufles. Et donc, je crois que, voilà, tant que nous ne prendrons pas le courage, que nous n'aurons pas le courage de résister, mais pas de résister de façon feutrée, non, de résister en cognant, parce que ces gens-là savent nous cogner. Voilà ce que je sais. Mais vous avez parfaitement raison. Mais j'aime beaucoup là, le parallèle que vous faites avec Hippolyte Taine. C'est exactement ce à quoi nous sommes confrontés. Et la lâcheté, malheureusement, dans le monde universitaire est la chose la mieux partagée. Après, moi, je témoignerais peut-être pour ceux d'entre nous qui hésitent justement peut-être à s'engager dans des milieux, dans ce combat-là. Je ne parle pas d'autres milieux militants, évidemment, parce que sinon je ne serais pas là ce soir, mais moi, je sais que du jour, j'ai vécu des choses, on a cancellé certaines de mes conférences, j'ai eu 2 procès dans l'université, que j'ai toujours gagné, mais des choses d'une violence et d'une méchanceté. Et tout s'est arrêté du jour où, médiatiquement, j'ai dit, OK, stop, je suis laïque, je suis contre les woke, je publie, et je dirai ce que j'ai à vous dire. Et de ce jour-là, pour l'instant, je touche du bois, mais j'ai la chance au moins, d'avoir imposé mon propre ethos et donc de faire un peu peur. Et on gagne tout à ne pas rester dans une espèce de grisaille ou d'entre-deux. Et c'est ce que j'explique à beaucoup de mes collègues qui viennent me voir trop tard, qui depuis 3 ans me disent « je suis d'accord avec toi, mais ne le dis pas ». Vous savez, ces collègues-là qui me disent « ah, ce que tu fais, c'est très bien avec l'Observatoire, c'est génial, mais tu comprends, moi, je ne peux pas ». Et qui reviennent nous voir 2 ans après, la queue entre les jambes, parce que ils avaient organisé le séminaire sur la déconstruction de la virilité. Ils ont organisé le séminaire sur la géographie à poil. Ils ont organisé ça et malgré tout, les étudiants leur ont collé un procès, 2 cancellations et une manifestation. Et ils ne comprennent pas parce qu'ils avaient tout bien fait pour être gentils. Donc, on ne gagne rien à être lâche, rien. Donc, il faut y aller et il faut se battre.
Moi, Jean-Pierre Villain a levé la main, donc je lui passe la parole. Et j'aurai une question après sur une action possible auprès de la Commission européenne. Et il y a Claude Rivière aussi qui lève la main. Ah, je n'ai pas vu. Mais il Donc, lève la main. merci beaucoup à notre conférencier et merci aussi à la qualité du débat. Moi, il me semble que, au travers de ce qu'a dit notre conférencier, on assiste avec le wokisme à un grand retour du gnosticisme antique qui a été extrêmement fort, puissant et virulent jusqu'à Constantin à peu près, en particulier à travers la personnalité extraordinaire, par ailleurs, d'un gnostique qui s'appelait Valentin. Le raisonnement gnostique est le suivant, il fonctionne en 3 temps, et j'ai retrouvé ces 3 temps dans les propos de notre conférencier. C'est pour ça que je me permets de faire cette intervention. La question que se posent les gnostiques de tout le Moyen-Orient à l'époque, et déjà depuis le IIIe siècle au IVe siècle avant Jésus-Christ, jusque donc à Constantin, c'est-à-dire que ça a duré 8 siècles, et après, pour les raisons que vous savez, évidemment, avec la puissance de l'Église catholique, ça a disparu, mais c'est en train de ressurgir. Alors, ça fonctionne en 3 temps. La question qu'on se pose, les philosophes se posent la question, qui a créé le monde? Qui a créé le monde? Et si quelqu'un a créé le monde, quel est son projet? Et donc, c'est une question philosophique. Ce n'est pas une question nécessairement sectaire, du moins au début. Elle va le devenir. Mais elle ne l'est pas nécessairement. Déjà, Platon se posait des questions de cet ordre. Qui a créé le monde et quel est son projet? Et la réponse des gnostiques et de Valentin, c'est que ça ne peut pas être Dieu. Ça ne peut pas être Dieu qui a créé le monde, parce que on voit bien dans le monde qu'il y a du mal. Il y a des choses qui ne vont pas. Or, Dieu ne peut être que bon, puisqu'il est l'être, et que l'être est par définition bon. C'est une métaphysique platonicienne. Puisque l'être est bon, eh bien, ça ne peut pas être une entité supérieure bonne qui a créé le monde. Et donc, Dieu, la deuxième question des gnostiques, quel est son projet? Ça n'a pas de sens. Nous ne pouvons pas accéder, nous, au projet de Dieu, puisque ce n'est pas lui qui a créé le monde. Donc là, ça reste un mystère, mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas Dieu, qu'on confond avec l'être, qui a créé le monde. Alors c'est qui? Alors c'est qui a créé le monde? C'est le deuxième temps de la pensée gnostique qu'on va retrouver dans la pensée woke. C'est un faux Dieu. C'est nécessairement un faux Dieu qui fait croire à ses adeptes qu'il y a du bien, et même surtout du bien dans le monde. Et donc, par rapport à ces gens qui vont essayer de retrouver Dieu dans le monde et qui vont essayer de faire valoir la beauté du monde, eh bien, les gnostiques vont dire, mais c'est ces gens-là, il faut les combattre. Et n'ont pas compris que c'est pas possible que ce soit Dieu qui a fait le monde, puisque s'ils y voient, eux, du bien, nous y voyons surtout du mal. Et donc, ce sont des mauvais gnostiques, en quelque sorte. Ce sont des gens qui n'ont pas du tout compris que ce n'est pas Dieu qui a pu créer le monde, mais un faux Dieu, un faux Dieu qui finit par nous faire croire que le monde est amendable. Et là, je vois ce sur quoi insistait beaucoup notre conférencier. Il n'est pas amendable. Il est fondamentalement mauvais. C'est le fond de la pensée gnostique. Il est fondamentalement mauvais puisqu'il n'a pas été créé par Dieu. Et c'est pas possible. Donc, le troisième temps du propos de Valentin, c'est qui doit-on combattre? Eh bien, on doit combattre tous ceux qui y croient, soit que le monde est bon, soit même que le monde est amendable. Il est nécessairement pervers. Et donc, il faut que nous combattions à mort, d'où l'importance d'ailleurs de la mort dans la pensée gnostique, comme dans la pensée woke, peut-être pas avec la même vigueur, mais quand même, en entendant notre conférencier, on a bien compris que c'était un combat mortifère qui était en jeu, et on retrouve tout à fait cette fascination pour la mort, et non pas pour la vie, la recherche, le travail, la rencontre, la fraternité, la laïcité. C'est une espèce de fascination pour la mort qui ressurgit aujourd'hui. Et en écoutant, je suis allé rechercher une phrase de Valentin qui exprime bien tout ce qu'a dit notre conférencier.
et qui porte justement là-dessus. Valentin écrit ceci à ses disciples: il faut vous partager la mort afin de l'épuiser, afin qu'en vous et par vous meure la mort. Et donc, on finit par développer une dialectique selon laquelle il faut préconiser un combat à mort pour faire ressurgir quelque chose qui serait en esquisse de la vie. Voilà, une contribution. Et donc, cette idéologie gnostique, qui ressurgit aujourd'hui, elle est évidemment extraordinairement dangereuse, et je crois qu'il faut que nous, laïcs, nous la combattions avec vigueur, parce que voilà, c'est une idéologie fondamentalement mortifère, Mais et oui, ça, mais c'est cette perspective suffit à la condamner gravement, j'ai dit. Mais vous avez parfaitement raison. C'est pour ça que nous insistons avec Emmanuel Hénin autant, mais c'est une réflexion qu'on a déjà faite. Je trouve géniale votre intervention, elle est parfaite, hein, je souscris à tout. C'est toute l'intelligence d'ailleurs du christianisme de Saint Paul à Augustin, d'avoir fait bien comprendre et d'avoir bien fait résider le mal dans le péché originel, dans l'homme. Le mal est à éradiquer dans l'homme. Il n'est pas agissant en dehors de l'homme. Et là, on est en train de réactiver à travers toutes les bêtises du systémisme tel qu'on est en train de les construire aujourd'hui dans le discours politique moderne, toutes ces abrutis, enfin, pardon, tous ces gens qui ne savent pas de quoi ils parlent. C'est très facile de combattre mais comme vous le disiez, c'est mortifère, de combattre le mal par le sacrifice de on ne sait pas trop qui d'ailleurs, mais en dehors de soi, sans jamais avoir à faire de travail sur soi. Or, justement, tout ce que la gnose aurait pu au moins nous léguer, c'est que c'est par le travail sur soi qu'on peut entrer, en tout cas, dans le chemin de la réconciliation. Bon, il y a quelque chose qui... Mais là, je suis parfaitement d'accord avec vous. C'est une fascination. On peut souvent se demander... Pardon, on peut parler de moi, mais 2 secondes, après j'arrête, mais Salvador, donc c'est un nom américain qui vient d'une civilisation d'Amérique centrale, du Salvador, ma famille est de Chalchuapa au Salvador, enfin une partie de ma famille est de Chalchuapa au Salvador. Et c'est une civilisation qui a beaucoup sacrifié les enfants. Et on peut se demander comment une civilisation, que ce soit les Vikings, les Germaniques de l'Antiquité, c'est une partie d'une civilisation grecque, une civilisation péruvienne, colombienne, pratiquait aussi facilement le sacrifice humain. Mais je pense que votre intervention, Monsieur Villain, nous donne quelques pistes. C'est à force de croire que le mal est à chercher en dehors de l'homme, c'est par le sacrifice de l'homme qu'on arrive à cette tombe du Et in Arcadia ego, ne subsiste que le tombeau de la mort, c'est-à-dire en fait le tombeau de toute l'humanité. Alors, je vais passer la parole à Claude Rivière. Oui, merci à vous, merci à Martine, merci aussi aux conférenciers. Merci à vous. En fait, j'ai mis une question dans la rubrique de la discussion et qui porte sur la montée de la cancel culture dans les facs. Est-ce qu'elle pourrait aussi être à l'origine un petit peu de la suspension de la conférence de Florence Berger-Blacker, qui était prévue à Sorbonne et soi-disant reportée au 2 juin. Non, alors c'est pas ce que je doute. Non. Alors attendez, pardon. Tout ça se passe dans l'Observatoire encore. Donc Pierre-Henri Tavoyot invite Florence Berger-Blacker pour la conférence le 17, ça va être demain. Voilà. Là, il faut comprendre le contexte. Donc, elle est reportée. Elle lui demande de surseoir. Pierre-Henri dit la dernière séance de son séminaire a lieu le 2 juin. Je reporte au 2 juin. Blanquer viendra vendredi. Elle n'a pas eu le temps de répondre et c'est tout de suite parti dans les médias. Et donc, mais je pense que du coup, ça va avoir lieu et les pressions médiatiques ont été très, très, très utiles pour permettre que ça ait lieu. Alors, est-ce que ça a à voir avec le wokisme? Oui, complètement. Mais complètement. Pourquoi? Parce que il y a 30 excités d'extrême gauche depuis 3 mois qui occupent la Sorbonne, pas rien comme Paris 4. Les examens ne peuvent pas se tenir parce que les étudiants ont décidé que, pardon, mais pour revenir là-dessus, on ne doit plus passer d'examen. C'est-à-dire que la revendication après le contrôle continu, le contrôle terminal, les ajournements de session, c'est il faut plus qu'il y ait d'examen, les examens c'est mal. Et donc ces étudiants-là ont bloqué les salles. Alors, si vous voulez, je trouve assez génial que les mêmes qui nous expliquent que l'islamo-gauchisme, ça n'existe pas, décident de suspendre la conférence sur l'islam par peur des étudiants d'extrême gauche. Je trouve le concept génial. Et donc, en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, on a affaire à une doyenne qui est sans doute, bon, j'ai vu sa communication, elle a envoyé des courriers, etc. Elle est morte de trouille.
à l'idée que les étudiants prennent prétexte de cette conférence pour de nouveau bloquer la Sorbonne, hein, c'est ça le point de truc. Donc ça veut dire qu'on est dans une situation à l'université maintenant qui est exactement celle que vous décriviez, c'est-à-dire des adultes, les jambes en X, qui sont même pas sûrs de savoir ce qu'ils enseignent ou ce qu'ils font là, qui sont même pas sûrs que faire passer des examens, ça sert à quelque chose, morts de trouille devant une trentaine d'étudiants un peu excités qui font ce qu'ils veulent dans l'université, et on est là dans un truc dont on ne sortira pas. Et donc, oui, ça aboutit à ça. Bien sûr que c'est lié, complètement. Et Florence, dans ses actions, subit assez la convergence du wokisme, avec ce que je décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire les mouvements comme le Parti des indigènes, l'islamisme, le CCIF, qui voient dans le wokisme, alors on parlait gnosticisme, je pense qu'effectivement, il y a quelque chose comme ça, mais enfin, j'ai bien peur que tout ça ne finisse très vite par juste devenir un islam vainqueur, parce qu'en fait, ces mouvements-là il y a une moult belle conjointure, une belle convergence entre ces mouvements woke de protestation un peu désorganisés et des volontés d'infiltration qui cherchent d'une part à infiltrer le débat, c'est la question de l'islamophobie dont je n'ai pas parlé, mais dont on voit bien que l'assimilation de l'islamophobie à une race mentale ou à une race culturelle n'a été possible que parce qu'il y a eu le wokisme. Il y a 10 ans, personne n'aurait jamais osé dire que l'islam était une race. Bon, voilà, et que l'islamophobie est un racisme, enfin c'est n'importe quoi. Mais aujourd'hui, ça a été rendu possible parce qu'il y a justement eu ce biais introduit par cette extrême gauche-là, celle qui milite contre Florence, qui postule que tout est islamophobe. Donc oui, ça a à voir. Mais rassurez-vous, je pense que la conférence va avoir lieu le 2 juin, à moins que devant un tel battage médiatique, on finisse par plier les Gaules. Mais normalement, ça aura lieu. Merci. C'est moi. Annick a demandé la parole. Ah, on ne vous entend pas. Ah, il faut que tu remettes ton micro. Ça y est, j'ai remis le son. Donc, merci beaucoup pour cette conférence. Et je voulais rebondir aussi par rapport à ce qu'avait dit Chantal quand elle vous a interrogé sur wokisme et atteinte à la laïcité, bon, à l'université. Mais moi, ma question, c'est comment est-ce que un jour on pourra enseigner ou continuer à enseigner les sciences à l'université, puisqu'on voit bien que dès l'école maternelle, dès l'élémentaire, il y a un entrisme très fort, une contestation des enseignements au nom des religions, au nom des philosophies, au nom, j'allais dire, du gnostisme, pour reprendre ce qui vient d'être dit. Et donc, on voit bien que c'est extrêmement difficile, qu'il y a effectivement beaucoup de difficultés pour les enseignants qui parfois gagneraient à être un peu plus courageux, mais en même temps, moi je vais le dire, on voit quand même la posture du ministre de l'Éducation nationale. Et on voit bien que par rapport à l'augmentation de la remontée des incidents au mois de mars, il a répondu en disant bah oui, mais c'est normal parce que pendant le Ramadan, voilà. Bon, alors on s'en contente ou pas, mais effectivement, on voit bien qu'il y a quelque chose qui traverse et qui, je vous rejoins, qui va durer et qui est quand même très très inquiétant. Et je ne sais pas comment on peut, à un moment donné, comment est-ce que vous voyez, même par rapport à ces dernières années, arriver les étudiants, parce que finalement, les jeunes qui sont étudiants maintenant et ceux qui vont être étudiants dans quelques années et qui seront quand même déjà très formatés, comment est-ce qu'on déconstruit ? Ça serait une bonne question. C'est la question qui tue parce qu'on n'a pas encore vraiment de réponse. Non, mais la chance qu'on a, c'est qu'ils arrivent, comme vous dites, peut-être moins formatés que vous ne le pensez. Alors d'abord, il y a plein de choses dans votre question. D'abord, je prends l'exemple de mon université, Paris 13, qui est une université à 80% musulmane, enfin, population maghrébine très, 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 très implantée, qui vient directement du Maghreb. Moi, souvent, mes collègues me disent, mais t'as pas de problème, toi, à l'université à Paris 13? Non, Paris 13, j'ai pas de problème avec le wokisme, parce que mes étudiants, ils savent très bien ce que c'est qu'un homme et ce que c'est qu'une femme. Hein, et ils ont des idées très arrêtées sur ces questions-là. Et donc, si on voulait vraiment lutter contre le patriarcat, on s'y prendrait un peu différemment dans mon université. Vous voyez, bon. Donc, ça veut dire que quand ils arrivent formatés, faites attention, ils arrivent déconstruits. Alors, l'avantage, c'est qu'ils arrivent c'est une grande page vierge et on peut
peut-être essayer d'en faire quelque chose. Mais c'est clair qu'il faut arrêter. Enfin, on a été auditionné par des sénateurs et des députés. Et à un moment, il faut arrêter. L'autre point de votre question, c'était la question de l'enseignement. Pardon, mais je pense que la question elle va être résolue par le marché. Monsieur Ndiaye, qui donc est marié à Mme Lazarus, a mis ses enfants à l'Alsacienne. Stanislas, on a beau lui coller à Stanislas une enquête pour LGBTQI, phobie plus, etc. Je n'ai aucun doute sur l'avenir de Stanislas et l'université. Pardon, mais si personne ne veut d'un service public de l'enseignement supérieur, écoutez, moi je pense que très rapidement, l'effondrement des concours, qui était la clé de voûte de cette cartographie que j'ai décrite, parce que pour être prof, il fallait s'inscrire dans des écuries disciplinaires. L'effondrement des concours va faire que tout ça va exploser en plein vol. Et moi, j'ai déjà plein de collègues qui ont déjà dans les cartons leur plan d'université privée financée, qui par telle paroisse, qui par telle obédience, qui par telle, etc. Pardon, mais voilà, on va en arriver là. Et tout ça, pourtant, pourrait être enrayé en un instant si des universitaires, alors je parle d'universitaires de l'Observatoire du décolonialisme, je parle des gens du laïc, pas les autres, revenait à la question de la certification. La seule chose que sait faire un universitaire, c'est certifier. Certifier un niveau, certifier un diplôme, certifier une compétence. D'ailleurs, même pas, certifier surtout un niveau. Moi, je peux certifier que telle thèse aujourd'hui, même si elle a été soutenue, demandez-moi mon avis et payez-moi pour le donner, je pourrais vous dire quelles sont les thèses de qualité qui sont soutenues aujourd'hui dans ma discipline et quelles sont les thèses qui sont fumistes et qui n'ont pas leur place à l'université. Faites ça pendant 1 an, vous résolvez le problème du disciplinaire, vous résolvez le problème de Wikipédia, vous résolvez le problème des publications scientifiques, parce que vous créez un fonctionnement mercantile, capitaliste, c'est-à-dire vous payez des experts de l'université. Après, libre à vous de dire, si vous voulez inscrire vos enfants dans une université qui enseigne les sciences autochtones du XIVe siècle, ou si vous préférez être soigné par un oncologue qui est passé par une université certes privée, mais où on a enseigné à utiliser l'IRM, le laser et les chimiothérapies. Donc très vite, je pense que tout ça va s'équilibrer, à mon avis, de manière sanglante par le marché. Mais on est en train de scier la branche sur laquelle on était assis. Et il restera quelques acteurs en train de dire non, non, c'est pas comme ça qu'il fallait faire. Mais bon. Merci. Mais c'est bon. Jean-Pierre, et ce sera peut-être la dernière question parce que l'heure passe et peut-être que on pourrait dire qu'on arrête à 20h30, comme au dernier cas. Oui, alors, je vais essayer d'aller très vite. Bon, merci pour cet expo, c'est vraiment remarquable. Une question pratique qui complète un petit peu ce qu'a demandé Annick. Moi, j'aime bien le côté pratique. Est-ce que vous avez développé des argumentaires? Parce que vous avez, je pense, l'habitude de discuter, de confrontations, enfin, en tout cas fréquentes, avec les décolonialistes, les gens du woke, etc. Est-ce que vous avez déjà, est-ce que vous pourriez éventuellement mettre en ligne sur l'Observatoire des argumentaires qui permettraient, dans des conversations, par exemple avec ma belle-fille qui est à Sciences Po et qui me déballe tout ce que vous avez dit tout à l'heure, j'aimerais bien pouvoir lui dire, une fois l'effet de surprise passé, avoir un certain nombre d'arguments qui soient simples dans des conversations avec des gens qui défendent ces principes-là. Moi, j'aime bien l'idée d'un argumentaire outil. Alors, merci pour cette question qui me touche et qui me fait plaisir. J'ai beaucoup d'empathie pour vous. Si vous avez une fille à Sciences Po, belle fille. Belle fille à Sciences Po. Aïe, 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 aïe. Ça ne doit pas être rose tous les jours. Mais bon, je comprends. Alors, on a fait ce travail-là. On en a fait 2 qui sont disponibles sur l'Observatoire. Malheureusement, ils ne sont peut-être pas assez mis en valeur. Donc, on va bientôt créer une catégorie, effectivement, argumentaire. Et notamment un qui marche très bien sur l'écriture inclusive quand même, parce que ça fait le temps qu'on publie là-dessus. On a fait un argumentaire. On a aussi fait un argumentaire sur les questions racistes. Donc, ça, vous pourrez le télécharger. En attendant, vous trouverez tout ça dans ce petit ouvrage. C'est le but de cet ouvrage d'avoir été un argumentaire à toutes ces questions qu'on peut se poser sur la géographie, sur l'histoire, sur voilà, mon enfant est en géographie, mon enfant est en Sciences Po, mon enfant est confronté à l'islam, mon enfant a une copine voilée à la fac, qu'est-ce que je fais? Ça se veut un peu humoristique, mais vous y retrouverez tous les éléments de ma conférence en attendant que je les mette tous en ligne sur l'Observatoire. Mais effectivement, c'est un travail qu'on a commencé à faire. Donc, vous en trouverez déjà sur le site de l'Observatoire. Tapez simplement écriture inclusive et très vite, ou Slamovic, écriture inclusive, ou Salvador, écriture inclusive, vous trouverez très vite. Maintenant, je ne sais pas si un argumentaire est valable, puisque à partir du moment où on est confronté à des gens comme ça, de toute façon, vous êtes invisible, vous n'existez plus, vous êtes dématérialisé. Donc oui.
Moi, j'ai un collègue… Les discussions sont difficiles. C'est très dur. Alors, c'est pour ça que mon livre s'adresse aux parents et pas aux enfants eux-mêmes. Mais moi, j'ai un collègue, enfin, ce président du CLR, là, Gilbert Abergel, que vous connaissez sans doute, mais qui avait un problème de discussion avec une jeune comme ça, et il est venu me voir, il me dit, mais écoute, ton livre marche pas du tout. Je me dis, mais pourquoi il marche pas? Il dit, mais parce que j'ai pas pu en parler. Et bien, évidemment. Mais c'est pas grave. Je pense que le problème, c'est que le travail qu'on fait ensemble ce soir, si vous voulez, quand on est opposé, nous, à Polycar, à Bobéro, quand on est, enfin, c'est cette laïcité un peu. En débat, vous vous rendez compte très vite que, sorti de l'anathème, il ne se passe rien. Comme vous dites, vous êtes disqualifié, vous êtes invisibilisé, vous êtes marginalisé. Bon, mais ça peut pas durer. Dans un cadre familial, il y a un moment où vous êtes obligé de vous revoir. Il faut le faire sans agressivité, je pense. Mais il faut être, en tout cas, ferme dans ses positions, au sens… ça, il n'y a pas de souci. Hein. Non, mais ça, je vous dis ça à vous, mais je ne me doute. Mais effectivement, voilà, il faut que les gens sachent finalement à qui ils ont affaire, et s'ils veulent comprendre par la suite, avoir le moyen peut-être de répondre. Mais effectivement, j'ai pas de manuel de rhétorique. Si vous voulez, j'ai souvent tendance à dire qu'il vaudrait mieux prendre l'ouvrage et de le balancer, avoir un bon swing pour le lancer au visage, ça serait sans doute plus efficace parfois, mais bon, faut pas faire ça, donc voilà. Mais ça m'est arrivé en conférence de parler pendant 2 heures avec mes étudiants. J'ai été invité. J'ai pas de problème à Paris 13. Par contre, j'enseigne à la Cato, pas à Paris. Et là, par contre, oui, j'arrête pas. Et donc, on m'a invité à faire une conférence sur cet ouvrage. Donc, j'ai fait une conférence qui ressemble à celle que j'ai faite ce soir, un peu plus longue pour des étudiants plus jeunes. Et au bout de 2 heures de conférence, j'ai 10 étudiants qui lèvent la main, qui font « Oui, mais bon, tout ça, c'est bien beau, mais en fait, vous nous exposez ce que vous pensez là, c'est ce que vous croyez. Parce que moi, je pense que… » Et là, on est reparti sur 45 minutes de « moi, je pense que… » Et je ne pourrais plus rien dire, parce que j'étais devenu le représentant d'un… C'est ce que vous pensez. Mais j'ai dit oui, mais Aristote le pensait. Oui, mais on s'en fout d'Aristote, parce que moi, je pense c'est un vieux mâle blanc aussi. C'est un vieux mâle blanc, voilà. Et donc, à partir de là… Oui, en plus, il est mort. Mais enfin, alors du coup, il faut repasser par… Moi, un truc qui marche bien, c'est ethos, pathos. Ce que tu sais n'est pas ce que tu es. Parle-moi de ce que tu sais, pas de ce que tu es. Je ne t'en veux pas pour ce que tu es, je t'en veux pour ce que tu sais. Est-ce que tu sais faire la différence entre savoir et être? Bon, eh ben, si tu fais la différence entre les deux, tu peux comprendre que moi, c'est pareil. Et on peut renouer un dialogue autour de cette question-là. En latin, on disait scire. Scire, c'était savoir de manière inductive. Ça donnait science. Scire, c'était séparer. Et savoir, ça vient de sapere, qui veut dire goûter, ça, savoir, saveur, vous voyez, savourer, sapere, sapore. Il y a une manière très intelligente de savoir, c'est celle qui consiste à scire, à diviser les choses. Il y a une manière très bête de savoir, c'est celle qui consiste à goûter pour savoir, toucher. Vous savez, les gens qui aiment bien toucher à la sculpture, c'est quand même… En faisant ce petit travail-là, en demandant aux gens, est-ce que tu fais la différence entre scire et sapere? Est-ce que tu es capable de comprendre que savoir, c'est pas être? Parle-moi de ce que tu sais, pas de ce que tu es. Ouais, mais moi, je vois les Noirs, ils sont victimisés par les Blancs. T'es sûr que les Noirs riches trouvent pas d'appartement à Paris? T'es sûr que c'est pas un problème de classe plutôt qu'un problème de race? Tu te bases sur ce que tu crois ou sur ce que tu sais? Vous voyez, juste ce petit travail-là, et souvent, ça déstabilise l'étudiant un peu excessif. Après, celui qui est totalement embrigadé… Martine, un mot sur le courage, si tu permets, très rapide. Il y a ma fille qui m'écrit, elle est professeure à Birmingham, elle me parle du courage parce que je lui dis quelques mots de ce que vous dites, et elle m'a répondu texto, oui, j'essaie d'être courageuse tant qu'on ne se fait pas virer pour ça. Ah bah oui, les problématiques à Birmingham ou aux États-Unis ne sont pas les mêmes qu'en France, évidemment, mais vous avez parfaitement raison. C'est tout le problème qu'il y a eu avec le problème du Mahomet de Hamline, ou la pauvre prof qui avait pourtant fait tous les trigger warning collabos. Vous allez voir une image de Mahomet, fermez les yeux, fermez les ordinateurs, fermez, etc. C'est fait virer le lendemain parce qu'elle l'avait montré. Et puis elle a été réintégrée ensuite. Mais il faut quand même que le rapport de force soit du côté du client, parce que dans les universités où on vire, les clients et les parents payent. Donc il y a quand même un travail à faire avec les parents et avec les gens qui ont l'argent. Et tant que ce sont des gens comme nous qui ont l'argent, on peut encore faire changer les choses. Dans 25 ans, dans 50 ans, les choses seront un peu différentes. Alors moi, je voulais aborder, c'est une hypothèse, c'est une idée qui m'est venue. La Commission européenne est donc quand même le pourvoyeur de fonds de pas mal de travaux sans valeur. On nous demande souvent notre avis quand même sur la construction européenne.
Et il me semble que nous devons absolument rentrer ces éléments dans ce que nous disons à propos de l'enseignement. L'une des grandes peurs de la Commission européenne aujourd'hui, c'est de voir la démocratie battue en brèche et de voir des démocraties libérales prendre la succession, ce qui est effectivement un danger. Et nous, on rajoute une couche en disant que effectivement la démocratie s'adresse à des populations éduquées et que si on lâche la barre sur l'instruction jusqu'à l'université, on lâche la barre de la démocratie et on la perd. Et ça, je pense que c'est un langage auquel ils sont sensibles et il me semble qu'on doit pouvoir réfléchir à la façon dont on utilise ce levier pour les obliger à mettre peut-être un organisme, une collégialité de certificateurs en place pour apprécier la valeur des travaux qui leur sont demandés, sur lesquels on leur demande des financements. Absolument. Ça pourrait être une piste d'action. Bien sûr, de même d'ailleurs que l'Europe est très très inquiète de considère la laïcité comme une exception culturelle française et qu'elle est très attachée à sa conservation. Et ça passe par l'éducation aussi. Oui. Donc, vous avez parfaitement raison. Mais il faudrait les éduquer. Là, on va organiser un colloque dans les locaux de la Commission en novembre, avec les gens de l'Observatoire, sur la question de l'entrisme dans les institutions. Ah bah oui. Ah ben ça, je veux bien être au courant de cette date parce qu'on viendrait y assister et on renforcerait, c'est ce que nous leur disons. Hein, leur disons sans arrêt qu'il faut quand même qu'ils fassent attention aux interlocuteurs qu'ils se choisissent. Exactement. Et Saul Alinsky, là-dessus, joue le rôle de modèle pour toutes ces associations type CCIF et Co. Ouais. Donc, on va y aller. Il faut qu'on arrive à éduquer ces gens-là aux problématiques de laïcité et de l'éducation. L'universalisme n'est pas un gros mot. Bref. Je peux dire un mot? Je vous en prie. Je peux dire un mot? Oui, oui. C'est Claude Rivière. Ça m'intéresse aussi, cet aspect de l'entrisme. Martine le sait, je suis membre d'une association européenne de la pensée libre. Et donc, effectivement, cet entrisme, on en voit un petit peu de tous les côtés. Ça entre par le Conseil de l'Europe, ça passe par l'Union européenne, par la Commission, etc. J'ai un souhait, c'est que, si vous voulez bien rappeler le titre de votre livre, d'une part, et puis une petite information, peut-être au niveau européen. Je ne sais pas ce qu'elle vaut encore aujourd'hui, puisqu'il y a quelque temps déjà, la commissaire Elena Dalli avait fait élaborer un guide européen de la communication intrusive. Oui, inclusive. Oui. Qu'elle nous avait lu, bien sûr. Inclusive. Alors, je ne sais pas où ça en est. Je crois que ça a été fortement critiqué et controversé. Elle a dû le retirer parce que c'était à destination des fonctionnaires et je ne sais pas s'il va revenir. Non, oui, on surveille ça. On avait publié, nous aussi, pas mal de choses contre ça. Je vous ai mis l'ouvrage là dans la discussion. D'accord, merci. C'est moi qui vous remercie, au contraire. Et oui, elle avait présenté son manuel avec point médian, écriture inclusive, manuel inclusif, etc. C'est un scandale pour les fonctionnaires. Ouais. Mais elle l'a retiré, effectivement, et ça reviendra. Et ça reviendra immanquablement. Mais il faut être très vigilant sur ces questions-là, parce que, évidemment, c'est une réforme de la langue de l'administration qu'il vise. Oui, tout à fait. Bien, écoutez, je crois qu'on peut vous remercier encore une fois. C'est moi qui vous remercie pour votre patience et pour la qualité de vos questions et de votre écoute. Je pense qu'il faut qu'on travaille ensemble sur beaucoup de choses sur lesquelles on peut s'entraider et se renforcer, parce que moi, je suis, pour ma part, tout à fait ravie de voir le travail que vous faites et que vous existez déjà, que vous existiez, parce que les universitaires universalistes étaient très dispersés jusque-là, et qu'ils aient pu se regrouper et prendre la parole, c'est déjà un énorme progrès, mais il faut aller au-delà et on vous y aidera autant qu'on peut. Et je vous l'ai dit, les colonnes vous sont ouvertes, venez. Oui. Au contraire, il est temps d'échanger sur ces questions-là et d'avancer ensemble. Merci beaucoup et bonne soirée à tous. Merci à vous. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne soirée.